Petite leçon de conduite à Jaipur. Ah, tu fais quoi là? Et voilà. Depuis qu'elle s'est installée ici, il y a 6 mois, Diane a appris à jouer du klaxon pour s'imposer dans la jungle urbaine. Oui, je t'ai vu, je t'ai vu. Ici, il faut regarder partout. Parce que ça peut arriver de n'importe où. Une vache, un chien, un singe, un chameau. Non, mais c'est vraiment... Si on fait pas gaffe... Voilà, une moto qui te passe devant. Un gars qui traverse, tu regardes pas. Allez, mon coco. Hop, là, il y a un bus qui arrive, donc je vais vite me barrer. Et il n'y a pas de priorité à droite. Enfin, il y a un code de la route, hein. Mais il faut pas en tenir compte, parce que si t'en tiens compte, bah t'es foutu. Si on s'impose pas, là, voilà, comme ça, bah... on passe pas. À 25 ans, cette berrichonne, apprentie bijoutière, vient d'ouvrir sa propre entreprise d'export à Jaipur. Ce qu'elle est venue chercher ici, ce sont des pierres précieuses et des bijoux. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, quoi. À quelques centaines de mètres de là, une autre Européenne fait son marché. C'est du tie and dye, c'est fait main. C'est combien? 4000 roupies. Non. C'est de la bonne qualité. Ah oui, mais c'est très cher. Elle aussi est à Jaipur pour affaires. Mais Gabriela Cortez, elle, cherche des tissus. Regarde la vache. Ce jour-là, elle arpente un des bazars populaires de la vieille ville. Un incroyable bric-à-brac d'objets divers et parfois improbables. Les dentiers. Son objectif, dénicher ce qui fera la mode de demain, à Paris. C'est pour les coupes que j'achète ça, c'est mignon. Ça vous intéresse? Oui, ça intéresse. Déjà, ça donne des idées pour pouvoir développer des nouvelles formes, puis des idées de broderie pour coudre sur les vêtements. Gabriela Cortez est l'une des stylistes parisiennes les plus en vogue du moment. Ses robes, d'inspiration ethnique, ornées de broderies et de paillettes, se retrouvent en couverture des magazines et jusque sur les marches du Festival de Cannes. Elle possède une quinzaine de boutiques aux 4 coins de la planète et depuis 18 ans, c'est à Jaipur qu'elle puise son inspiration. Je suis venue à Jaipur la première fois parce qu'il y a un savoir-faire dans l'impression artisanale qu'on trouve nulle part au monde. On a des artisans qui se transmettent le savoir-faire de père en fils. Il y a 200 ans, leur famille faisait la même chose, donc ils affinent leur travail et c'est magnifique. How are you? Good morning. Et à Jaipur, il y a un savoir-faire unique au monde dont elle a fait sa marque de fabrique. Ce sont les block print, des tampons en bois sculptés utilisés pour l'impression de tissus. Aujourd'hui, justement, elle vient vérifier dans cet atelier une commande de foulard pour la saison prochaine. Voilà, ça c'est le dessin qu'on leur a donné. On a tracé tout le dessin. Et là, ils sont en train de le faire. Et ça, c'est ce dessin-là du milieu qui est en train d'être sculpté là. Et après, ces tampons servent pour faire l'impression. Donc c'est ça qui est magique. Cette technique d'impression millénaire requiert patience et minutie. Une précision millimétrique qui fascine toujours Gabriela. Il a fait tous les passages de gris, l'autre a fait les passages de blanc et lui il fait les passages d'or. Regarde comme le tampon est petit, mais c'est ça qui est beau. C'est même un peu rigolo de voir les extrêmes. D'arriver du vraiment fait main, de l'artisanat, de tout ça à Paris et voir par exemple une robe qui est portée au Festival de Cannes, sur les marches. Voilà, c'est ces décalages-là que je trouve qui sont géniaux. Ah, je leur avais laissé, c'est pour ça que je ne trouvais plus. OK. 10, OK. Ce jaune-là, d'accord, mais pas celui-ci. Bright yellow. Il faut du jaune clair.
comme celui-là. Yellow like this. Avec les motifs qu'elle leur a donnés, Gabriela doit maintenant choisir les différentes compositions de couleurs. Ensuite, il faudra 10 heures pour fabriquer un foulard. C'est très joli. Là c'est pas fini, mais on voit tout de suite qu'on a plus envie de ça que de ça, par exemple. Ce qui est incroyable, c'est les raccords comme ça du dessin qui ne bavent pas, qui ne sortent pas de... C'est ça qui est génial. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'ici, les coûts de production sont dérisoires. Les ouvriers gagnent entre 5 et 10 euros par jour. Une main-d'œuvre comme ça en France serait hors de prix, serait inabordable, serait quelque chose qui approcherait de la pièce unique. Ici, on fait des fabrications qui sont... on fait un nombre de pièces qui est important et on fait des fabrications qui sont dans le prix du marché, qui ne sont pas chères comparées au savoir-faire qu'il y a. Thank you. Ces foulards devraient arriver dans les boutiques parisiennes cet hiver. The colors you have, Ils seront vendus une centaine d'euros pièce. we go ahead. Bye bye, thank you. Bye, have a good day. Jaipur, en Inde. Une ville créée au XVIIIe siècle par un Maharaja visionnaire qui voulait attirer les artisans les plus réputés de la région. Des sculpteurs, des couturiers et surtout des bijoutiers qui, 300 ans plus tard, font toujours la réputation de la ville, devenue une plaque tournante des pierres précieuses dans le monde. Endormie pendant des années, la capitale du Rajasthan, Jaipur, attire de nouveau, même au-delà des frontières de l'Inde. Des touristes venus découvrir le riche passé des Maharajas, Il y a des superbes marbres incrustés là. des créateurs de mode ou de bijoux, 2,5 millions de dollars. à la recherche de parures d'exception, Sublime. de jeunes entrepreneurs venus se risquer au négoce des pierres précieuses, C'est pas une pierre naturelle, c'est synthétique. Le raccord est mal fait, il y a de la colle. ou encore des hommes d'affaires qui dépensent des millions d'euros pour rénover des palais gigantesques. Il ne faut jamais s'énerver ici. Il faut toujours prendre des choses avec beaucoup de philosophie, beaucoup de calme. Je me suis aperçu que chaque fois qu'on se mettait en colère, ça n'arrangeait pas les choses. Mais à côté de ces nouveaux seigneurs de Jaipur, la misère s'impose à chaque coin de rue. Alors que certains doivent travailler dès le plus jeune âge, d'autres, livrés à eux-mêmes, ne peuvent compter que sur la débrouille. Palais royal de Jaipur. Les Maharajas de la ville s'apprêtent à rejoindre la foule. Aujourd'hui, c'est la fête des couleurs. L'une des plus importantes fêtes hindoues du pays. Éléphants et fanfares sont de sortie, comme les 3,5 millions d'habitants de la ville. Pour cette occasion, le roi, son épouse et leur gendre, Narendra Singh, président toujours la fête qui marque la victoire du bien sur le mal. C'est la cérémonie traditionnelle de Holi. Le peuple nous offre le respect et l'honneur. Aujourd'hui encore, les membres de la famille royale jouissent d'une grande dévotion, presque mystique. La tradition veut que la population leur touche les pieds en signe de respect. Nous les vénérons. Nous continuons à les servir comme nos ancêtres l'ont toujours fait. C'est la coutume depuis toujours.
Et en échange, ils nous protègent. Car pendant plus de 5 siècles, les Maharajas étaient les seigneurs du pays. À la tête d'États princiers, ils possédaient les terres, prélevaient les impôts et se sont ainsi constitués d'immenses fortunes. C'est d'ailleurs un Maharaja qui a fondé la ville de Jaipur au XVIIIe siècle. Jai Singh II, un souverain éclairé qui en a fait une ville prospère. Une époque dont l'actuelle princesse de Jaipur, l'héritière directe de cette dynastie, conserve une certaine nostalgie. Ça, c'est mon grand-père, un grand joueur de polo. Il a gagné la Coupe du Monde. C'était une autre époque. Nous, aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes ressources qu'eux. Ils avaient tout le pays à leurs pieds. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, les choses sont différentes pour nous. Il faut penser à tellement d'autres choses avant de commencer quoi que ce soit. Car depuis l'indépendance de l'Inde, les privilèges des Maharajas ont été abolis. Ceux de Jaipur ne possèdent plus qu'une quinzaine de palais autour de la ville. Et de leur glorieux passé, ils conservent un certain art de vivre. Ce soir, la famille du Maharaja reçoit le gratin de la ville dans son palais de 300 pièces. Sur la liste des invités, toute la noblesse du Rajasthan, des ministres, mais aussi des hôtes de marque venus de l'étranger. Protocole et conventions royales sont de rigueur. La princesse et sa mère prennent leurs tâches très au sérieux. Maintenant, les choses sont modernes. Il y a tellement de modernité. Les familles sont beaucoup moins liées. Donc ce soir, c'est une façon de se retrouver et de conserver ses traditions et ses coutumes. Même si les chorégraphies à la Bollywood ont remplacé les danses traditionnelles, le palais retrouve le temps d'une soirée, ses fastes d'antan. Un train de vie royal que la famille du Maharaja est parvenue à maintenir en pariant sur le tourisme. Car le Rajasthan, c'est la destination à la mode en Inde. L'an dernier, 3,5 millions de visiteurs sont venus découvrir ses charmes, mais aussi son exotisme. Des touristes venus des 4 coins du monde qui se laissent volontiers tenter par une balade à dos d'éléphant. On monte par deux. Même si c'est un peu comme sur une autoroute. On va avoir le mal de mer. N'oublie pas de filmer les poupins, là. Vas-y, filme. Allez, filme Eric, il est très content. Quand vous pensez qu'Hannibal a franchi les Alpes avec un dos d'éléphant, vous vous dites que ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Comme il se doit, certains profitent du filon. Toutes les ruses sont autorisées pour alléger le porte-monnaie du touriste. Impossible par exemple de repartir sans sa photo souvenir. Une belle promenade. Oui, une belle promenade. Vous avez déjà les photos? Mais oui. Ça c'était joli. Comment c'est possible? Combien? Ça coûte un vrai louis d'or. Combien? Merci. 400 pi. Non. Pardon. Ok, 300. 300, ok, 300. Non. Ok, 200 यार, 200 pi. C'est discussion marchande tapis. 51. On veut bien une. 50 photos, 200. Cool, quiet. Keep quiet. Thank you. 100 roupies les 4. 100 pi les 4. Ok.
Je suis horrible, je suis un horrible négociateur. Pour arrondir leur fin de mois, les Maharajas de Jaipur n'ont pas misé sur les éléphants. Eux sont en quelque sorte devenus hôteliers. En particulier Narendra, le gendre. La plupart de ses journées commencent par un rituel, le polo. Oui, dès que j'ai un peu de temps, je m'entraîne, je joue. C'est vraiment mon passe-temps favori. J'aime ça. Une petite demi-heure à faire galoper son pur sang dans les jardins du palais. De rares moments de détente, car Narendra Singh n'a pas de temps à perdre. Il passe ses journées à se déplacer d'hôtel en hôtel. D'anciens palais que la famille a réaménagés pour accueillir les touristes. Ce jour-là, il se rend à 200 km de Jaipur, dans un ancien palais d'été de Maharaja. C'est aujourd'hui un hôtel de charme d'une vingtaine de chambres. Narendra vérifie lui-même la comptabilité. Le Maharaja est devenu businessman, un peu malgré lui. Vous avez payé les salaires de janvier en espèces? Oui, en espèces, monsieur. C'est quelque chose de nouveau pour vous, businessman? Je sais, mais quand on veut se lancer dans les affaires, il faut apprendre pour réussir. Narendra pousse parfois le professionnalisme jusqu'à accueillir lui-même les touristes. Oh, non, mais on en a ras-le-bol. Après 5 heures de car, ce groupe de Saint-Étienne ne s'attendait pas à pareil honneur. Madame Sur, je vous présente Maharaj Narendra Singh, qui est marié avec la princesse de Jaipur. Donc, il vous souhaite le bienvenu. Merci. Dans son palais. Merci beaucoup d'être venu ici. Et bienvenue à tous. J'espère que vous allez apprécier votre séjour au Rajasthan. Merci. Ça valait le déplacement. Merci encore, s'il vous plaît, le dîner est prêt. Voilà, les toilettes sont à droite, à gauche. Allez-y, bon appétit. Merci. Les Maharajas de Jaipur sont parvenus à conserver leur rang. Mais ce n'est pas le cas de tous les anciens seigneurs du Rajasthan. Certains ont fini ruinés, comme l'ancien propriétaire de ce gigantesque fort, le Nimrana. Au début des années 80, un Français, Francis Waxiarg, le rachète pour une bouchée de pain, 12 000 €. Il le transforme en hôtel, un projet pharaonique. C'est presque une ville. Très souvent, quand on montre les photos de ça, les gens nous disent « Ah bon, et l'hôtel, il est où ?» Je leur dis « C'est tout ça, l'hôtel. » Mais c'est difficile à croire parce que c'est sur 13 niveaux et c'est réparti sur 3 hectares de palais construits. Hein. Donc c'est assez énorme. Le nouveau maître des lieux prend toujours un malin plaisir à raconter la décadence de son prédécesseur qui hante encore les lieux. Il est ici, le Maharaja, regardez. Je vais même vous montrer l'endroit où il est pris en photo. C'est exactement là que ça a été pris. Le Maharaja a été ruiné? Le Maharaja était très pauvre. En fait, quand on a acheté le fort, la première chose qu'il a acheté, c'est un frigidaire et une télévision. Donc il n'avait même pas ça dans sa maison. Il aura fallu 6 ans de travaux pour transformer le fort. C'est aujourd'hui l'un des plus beaux palaces indiens. Cette chambre dans laquelle je vous amène, c'est la suite française. Il y a Jeanne d'Arc, par exemple, là, vous voyez. La suite coûte 200 € la nuit, un prix élevé pour l'Inde. Pourtant, l'hôtel affiche régulièrement complet.
Le Nimrana est même devenu une étape incontournable sur la route de Jaipur pour les clients du monde entier. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bonjour. Oui, bonjour, très heureux. Alors, retour en Inde. Hein? Des anciens palais transformés en hôtels, Francis en a fait sa spécialité. Tombé amoureux de l'Inde et de ses vieilles pierres, au point de prendre la nationalité indienne, ce nouveau seigneur au pays des rois ne compte pas s'arrêter là. Nous le retrouvons ce jour-là à 200 km du Nimrana. Il vient faire son marché. La pierre que j'ai commandée, c'est celle-là? Elle est prête? Bon, alors, vous voyez comment ça part? Ça part en char à chameau. Hein? Et ça arrivera peut-être un petit peu après nous. Si les livraisons se font à dos de chameau, c'est que les camions ne montent pas encore ici, à Tijara. C'est le dernier projet en date de Francis. Et sans doute aussi l'un des plus fous. C'est quoi les dernières nouvelles au sujet de la route? On en est où? Pour l'instant, aucune nouvelle. Aujourd'hui encore, aucune route goudronnée n'accède au sommet du fort. Francis a dû se faire au rythme indien. On a demandé ça il y a à peu près 6 mois, peut-être un peu moins. Et dès qu'on touche à l'administration, les choses sont un peu lentes, ça prend du temps. Ça se fera, mais ça se fera. Ce qu'il faut, par exemple, pour que ça se fasse, c'est qu'on fasse venir un officiel. Enfin, si on fait venir un officiel, alors à ce moment-là, vous obtenez la route en 3 jours. Ils vous font la route 3 jours, jour et nuit. Et Francis n'est pas au bout de ses peines, car le chantier envisagé est gigantesque. Cette fois, il s'attaque à 3 palais en même temps. Des édifices restés inachevés depuis 1835 et qui devaient former une capitale. Cela fait 1 mois que Francis ne s'est pas rendu sur le chantier. Et ce jour-là, quand il fait le tour du propriétaire, mauvaise surprise. Ça a pas mal avancé, mais je sais déjà qu'il y a un gros problème. Là, ils ont fait ce mur, ils ont mal compris. Et ce mur était censé être tout droit, et ils l'ont fait avec un angle. Donc on est obligé de le faire démolir. C'est ce mur-là qui n'est pas construit correctement. C'est un problème. Mais ce mur, on peut le refaire? Il ne faut jamais s'énerver ici. Il faut toujours prendre des choses avec beaucoup de philosophie, beaucoup de calme. Je me suis aperçu que chaque fois qu'on se mettait en colère, ça n'arrangeait pas les choses. C'est très rare que j'élève la voix. Très, très rare. Il faut être quand même beaucoup derrière les projets. Oui, oui, je pense qu'il faut l'être peut-être plus qu'ailleurs, mais je trouve que les gens travaillent très très bien. Contrairement à l'image qu'on peut avoir de l'Inde où les gens ne sont pas travailleurs, les gens sont très travailleurs. Et du reste, vous voyez, sur un chantier comme ça, les gens travaillent. Bon là, les dames, elles se reposent pour l'instant. Hein? Ils sont derrière nous. Mais sinon, ça travaille bien. Francis espère que les travaux seront terminés dans 3 ans. Selon lui, le chantier ne devrait pas coûter plus de 4 millions d'euros. À Jaipur, un autre homme a su profiter du passé flamboyant des Maharajas. Quand Sanjay sort ses clients qui viennent du monde entier, c'est à l'arrière de sa Rolls, l'une de ses nombreuses voitures de collection rachetées à des Maharajas. Vous savez, beaucoup d'entre eux avaient plus de 200 voitures dans leur garage. Ils avaient notamment une quinzaine de Rolls-Royce. Sanjay appartient à l'une des plus riches familles de Jaipur, la famille Kasliwal. Ce sont les plus grands bijoutiers de la ville. Depuis 8 générations, ils confectionnent des bijoux pour la famille royale. Sanjay nous ouvre les portes de sa caverne d'Ali Baba, le Gem Palace. Ça,
c'est une pièce très intéressante. C'est une flasque de 300 ans qui est faite tout en or, de 22 carats, avec un émaillage en émeraude. Ça, c'est une petite paille pour boire. On peut refermer la flasque comme ça. En fait, ça s'appelle chusky. C'était fait pour contenir un alcool très fort. Laissez-moi vous montrer ça aussi. C'est un jeu d'échecs incroyable. Ça, c'est le roi. Là, c'est la tour. Et regardez les détails. Il faut des mois pour faire des pièces comme ça. Encore une fois, c'est de l'or pur. Et tout ça, ce sont des diamants. C'est typique de Jaipur. Des joujoux de Maharaja que la famille de Sanjay a pu récupérer à l'indépendance, auprès de têtes couronnées, dans le besoin. Voilà un collier avec de gros diamants. Il n'y a que des diamants plats, avec derrière un émaillage en émeraude. Ça coûterait $1 million. Ce savoir-faire leur a permis de se tailler une réputation internationale qui fait la fierté de Sanjay. Là, c'est Gustave de Suède avec sa femme. Là, c'est la princesse Diana et la famille Clinton. Aujourd'hui, la bijouterie reçoit la visite de Gabriella, la styliste parisienne. C'est Mounou, l'un des frères de Sanjay, qui l'accueille dans son bureau. Pour faire la promotion de sa marque, Gabriella envisage de réaliser une pièce spectaculaire, une robe en soie brodée de pierres. Le but, c'est de faire une robe qui soit une seule robe et qui soit portée sur les marches du Festival de Cannes, sur le red carpet. Quelle que soit la demande des clients, les frères Kasliwal utilisent toujours la même technique. Ça serait bien, par exemple, pour une robe couleur cognac. Présenter leurs plus belles pièces pour en mettre plein la vue. 2,5 millions de dollars. Sublime. So beautiful. Le bijoutier a beau insister, le budget de Gabriella n'est pas sans limite. 5 000 € au maximum. Alors elle doit se rabattre sur des pierres de taille plus modeste, de petits diamants noirs. C'est exactement la couleur que j'aime. Magnifique. C'est exactement ça. Très joli. À ce jour, le projet de robe est toujours à l'étude. Gabriella espère qu'elle sera prête pour le Festival de Cannes 2011. Des demandes extravagantes qui ne surprennent même plus les frères Kasliwal. C'est une commande pour un chèque arabe. Voilà une première ébauche du sac qu'il m'a commandé. Il y aura des diamants, des émeraudes et des rubis des deux côtés. Et bien sûr, de l'or à l'intérieur. Il lui faudra plusieurs centaines de pierres pour confectionner ce sac. Pour les trouver, pas besoin d'aller bien loin. L'atelier, situé au-dessus de la boutique, en regorge. Sur les tables, des kilos de rubis et d'émeraudes brutes attendent d'être taillés. Pour son sac à main, Sanjay sélectionne aujourd'hui les rubis. Ce sont des rubis de très bonne qualité. Je dois encore faire tailler des pierres, parce que c'est seulement une fois les pierres coupées qu'on peut voir si les couleurs s'assemblent. Bon là, toutes les pierres brutes sont plus ou moins de la même qualité. Ensuite, vient le polissage de la pierre. C'est là qu'elle révélera sa véritable valeur en fonction de sa couleur et de sa transparence. Vous voyez comment la pierre change entre le brut, qui ressemble à un morceau de verre cassé, et puis voilà, une fois que la pierre est polie, elle devient magnifique. Faut s'y connaître pour tailler les pierres. Oui, il faut de l'expérience pour comprendre une pierre brute. Beaucoup d'expérience. Un savoir-faire qui a fait la réputation de Jaipur et qui fait toujours sa fortune. Un peu partout en ville, on taille, on polit, on sertit. Du plus petit rubis au plus gros diamant. Des pierres qui arrivent des mines du monde entier, d'Afrique, de Birmanie ou encore de Colombie. Et parfois en quantité impressionnante.
Ce jour-là, c'est du jamais vu. Dans la zone franche, en périphérie de la ville, derrière les murs de ce bâtiment particulièrement bien gardé, 5,5 tonnes d'émeraude attendent d'être vendues. Les pierres proviennent directement des mines de Zambie. Un événement exceptionnel auquel sont conviés les grossistes et les bijoutiers les plus renommés de la ville, comme Sanjay. Pour les organisateurs, la vente devrait rapporter plusieurs millions de dollars. Cette couleur verte est exceptionnelle. Les tons sont très riches et d'une grande profondeur. C'est une très belle pierre de 32 grammes. Et bien que je ne puisse pas vous donner un prix, je peux vous dire que ça vaut plusieurs milliers d'euros le gramme. Les émeraudes sont divisées en lots. L'acheteur qui propose le meilleur prix par lot le remporte. Sanjay a 3 jours pour passer en revue les 5,5 tonnes de pierres et faire son offre. On examine un échantillon parce qu'on ne peut pas tout voir. C'est toujours un peu un pari. On fait une moyenne à partir de cet échantillon pour donner un prix, puis on multiplie avec le poids total du lot et on fait une offre. Vous avez un budget limité? Non, non, non. Si c'est un lot que je peux revendre après, c'est bon. De toute façon, il n'y a aucun lot à $1 milliard. Sinon, j'y réfléchirais à 2 fois. Non, là on parle juste de 1, voire 2, même $3 millions. Finalement, Sanjay proposera $3 700 000. Mais ses concurrents seront plus généreux. Ce jour-là, il ne remportera aucun lot. Diane, elle, ne jongle pas encore avec de telles sommes. Cet après-midi, la jeune Française apprentie bijoutière se rend dans un endroit un peu particulier à Jaipur. Un marché aux pierres en pleine rue situé dans le quartier musulman où l'on peut faire de bonnes affaires. Tous les jours, des centaines d'hommes se retrouvent pour vendre à même le trottoir les pierres taillées dans les ateliers alentours. Mais difficile de s'imposer quand on est une femme occidentale. Plus difficile encore d'être certain de la qualité de ce qu'on achète. Là, il y a un petit paquet qui fait 172 carats de pierre en émeraude. Et donc là, lui, ça doit être l'acheteur et lui, le vendeur, et ils doivent être, voilà, ils sont en train de négocier. Bon, voilà. Excusez-moi, madame. Regardez ces émeraudes. Yes, emerald. Elles viennent d'où? De Zambie. Zambie? C'est 100% naturel? 100%, oui. C'est combien par carat? C'est 1000 roupies par carat. Pourquoi il y en a des sombres et des clairs? Pourquoi elles sont différentes? C'est la même pierre. C'est la même pierre. Diane a des doutes. La pierre en elle-même est jolie, la taille est bien faite. Et après, bon, pour être sûr d'avoir une bonne qualité, il faudrait que je m'installe quelque part, que je vérifie à la loupe. Pour l'instant, elle ne se risque pas auprès de ces vendeurs à la sauvette. Elle préfère les échoppes qui ont pignon sur rue. Elle cherche des grossistes qui pourraient lui fournir des pierres pour lancer sa propre ligne de bijoux. Je voudrais voir des améthystes si vous avez. Donc tu cherches des nouvelles pierres pour ta collection? Ouais, des nouvelles variétés de pierres en fait qui se vendent sur le marché, comme la kyanite, la cyanite en français. Sa hantise, se faire piéger avec des fausses pierres. Vous avez de l'eau? Pour boire? Non, non. C'est juste pour voir si elle est teintée. Non, non, c'est pas teinté, c'est une pierre naturelle. Ok, I test. Je teste, attendez.
On va la laisser 2 minutes dans le verre. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je vérifie là, un truc très simple, c'est que si au bout de 2 minutes, après, je la pose sur un mouchoir et que le mouchoir devient bleu, c'est que la pierre aura été teintée. Ça arrive souvent de se faire avoir comme ça? Pour certaines pierres, oui. Par exemple, pour cette pierre-là qui s'appelle le lapis lazuli, ça arrive très souvent. Après, c'est pas très sympa quoi, quand sur le client il pleut et puis il a son collier, puis ça déteint partout. Ça le fait pas trop. Alors c'est teinté? Ah bah ouais. Attendez. Non, non. Et ça, c'est du rubis étoilé. Donc en fait, dans cette pierre, on doit voir une étoile à 6 branches. Mais là, oui, donc. On voit pas trop l'étoile là. Hein. Ouais, celle-ci, c'est pas la bonne qualité. Moi, par exemple, c'est pas du tout ce que je recherche. Quoi. Moi, je recherche une qualité un peu plus supérieure. Quoi. Je recherche pas une qualité de base. Par peur de se faire arnaquer, Diane n'achètera rien ici. Difficile, quand on est novice, de faire des affaires en Inde. Même Gabriella, la styliste qui fréquente Jaipur depuis 18 ans, a du mal à supporter les petits désagréments du business à l'indienne. Elle trouve ici l'inspiration. Elle fait surtout fabriquer 80% de ses vêtements dans des usines comme celle-là. Des sous-traitants compétents et bon marché, mais qui pêchent parfois par manque de ponctualité. Cette fois-ci, c'est une livraison de chemisiers qui inquiète Gabriella. Ce sera livré quand tout ça? La semaine prochaine, pas de problème. C'est sûr ça? Il y aura combien de pièces? 3500 en tout, j'en envoie 1500 ce week-end et le reste la semaine prochaine. C'est sûr, vous les aurez. Donc la moitié? Ouais, pas de problème. C'est sûr? Oui. Le fournisseur fait tout pour la rassurer. Il va même jusqu'à lui montrer la marchandise, sur le point d'être expédiée. Je vous montre les cartons, regardez. Quand tout sera prêt, on fera une dernière inspection et après ça part. Ça, c'est la marchandise de l'été prochain, enfin de l'été qui démarre là et qui devrait être déjà à Paris. Il y a combien de retard là encore? 2 semaines de retard à peu près. C'est énorme. Oui, c'est énorme parce que quand ça arrive à Paris, après il faut dispatcher la marchandise chez tous les clients et c'est un peu catastrophique. Surtout quand on découvre après coup des défauts de fabrication. Il y a quelques semaines, c'était un problème de fermeture à glissière. Alors cette fois, Gabriella prend ses précautions. Vous êtes sûr que la fermeture ne cassera pas? Qu'elle descend bien, qu'elle remonte? Pas de problème. Parce que si c'est de mauvaise qualité, la robe est foutue et elle va directement à la poubelle. Hello. Hi. How are you? De petits soucis qui peuvent coûter cher, mais que Gabriella tolère. La broderie de perles ou de paillettes à la main ne répond pas toujours aux exigences des saisons du prêt-à-porter. On arrive toujours avec notre carapace d'Européens en disant il faut aller vite, puis après on est plongé dans la vie d'ici et on se rend compte qu'on ne peut pas prétendre aussi d'aller plus vite parce que c'est des broderies qui sont faites sur du cuir, c'est long, il n'y a que 2 personnes qui sont autour du métier, donc ça prend du temps. Dans cette usine, les ouvriers travaillent 8 heures par jour et gagnent jusqu'à 100 € par mois. Des conditions acceptables pour l'Inde, où parfois le travail prend un tout autre visage. À Jaipur, l'industrie de la pierre repose en fait sur un énorme non-dit. Dans les ateliers de polissage, 1 ouvrier sur 3 a moins de 14 ans. Des enfants qui le plus souvent donnent un coup de main à leurs parents, mais pas seulement. Farhan, 8 ans, travaille toute la journée et parfois même la nuit quand il y a beaucoup de pierres à polir. Je colle les pierres sur le bâton en chauffant la cire. Et pourquoi tu les mets dans la bouche? Pour les refroidir.
Farhan gagne 10 € par mois, 2 fois moins qu'un adulte. Une aubaine pour son patron qui, depuis 40 ans, a recours à cette main-d'œuvre bon marché. J'ai fait travailler 150 enfants apprentis. Certains restent 2 ans ici, d'autres 5 ou 6 ans. Ça dépend de leur intelligence. Ensuite, ils ouvrent leur propre atelier. En principe, le travail des enfants est interdit en Inde. Mais les autorités s'aventurent rarement dans ce quartier. Farhan vit dans cette courette avec toute sa famille. Sa mère, ses oncles et sa grand-mère. Ils sont une vingtaine à se partager quelques pièces. Nous vivons tous ensemble car nous sommes pauvres et nous avons toujours des problèmes d'emploi. Nous ne trouvons pas d'argent. C'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir d'autres logements. Si Farhan doit travailler, c'est pour faire vivre sa famille. Son père n'est plus là, sa mère, couturière, ne gagne qu'un maigre salaire, juste un peu plus de 10 €. Elle n'a donc pas eu d'autre choix que d'envoyer son fils polir des pierres. Je voudrais bien qu'il aille à l'école, qu'il s'instruise. Mais c'est impossible, il faut qu'il travaille. La maison tourne avec ses revenus. À nous deux, nous gagnons 20 € par mois. S'il ne travaillait pas, comment gagnerons-nous notre vie? Il nous faut de l'argent pour manger. Pour répondre au problème, il y a quelques mois, une association a implanté une école gratuite dans le quartier. Près de 100 enfants y sont scolarisés. Tous viennent de familles qui travaillent dans la pierre. C'est une école à mi-temps. Le matin, les enfants apprennent à lire et à écrire et suivent des formations pour un jour monter leur propre business. Mais l'après-midi, ils travaillent encore dans les ateliers et continuent ainsi de rapporter de l'argent à la maison. Une solution intermédiaire, mais pour en arriver là, le directeur a dû convaincre un à un des parents souvent réticents. C'est la tradition. Ils ne se disent jamais que leur enfant pourrait être médecin ou ingénieur. Comme eux-mêmes ne sont pas éduqués, ils ne pensent pas de cette façon. Donc au final, ils se disent que leur enfant fera le même métier qu'eux. Pour eux, le travail des pierres, c'est ça la vraie éducation. À Jaipur, aujourd'hui, 2 enfants sur 3 qui travaillent dans la pierre sont scolarisés. Mais pour le petit Farhan, la situation semble compliquée. Ce jour-là, un des responsables de l'école rend visite à sa famille. Alors que nous attendons la mère de l'enfant, le patron débarque à l'improviste. Visiblement, il tient à son petit employé. Il n'est pas ravi de notre présence. L'éducateur en profite quand même pour lui reparler de l'école. Nous filmons discrètement la scène. Mais moi aussi, je veux que l'enfant fasse des études. Mais dans sa famille, personne ne travaille. Alors dans ces conditions, si vous emmenez l'enfant à l'école, que va faire cette famille? Ils vont mourir de faim. Au moins, grâce à moi et à mon travail, les enfants arrivent à s'en sortir. Et ils gagnent bien leur vie. La famille finit par s'en mêler. Les oncles de l'enfant se rangent aux arguments du patron. On veut envoyer l'enfant nulle part. Ça suffit maintenant, nous voulons le faire travailler. La discussion tourne court. Nous sommes priés de partir. 7 autres visages de Jaipur. Les milliers de touristes en visite ne l'aperçoivent même pas. La plupart du temps, les guides les orientent vers ce genre d'établissement. C'est taillé à la main, je passe. Des ateliers modèles. On n'imagine pas le coup de règle qu'il faut pour poncer la pierre. Sans aller mettre ses doigts sur le disque. Je m'y essayerai pas, je pense.
En revanche, il y a une réalité à laquelle Gérard et ses amis n'ont pas pu échapper pendant leur séjour. Photo? Ce sont les nombreuses sollicitations. Ça commence sur les sites touristiques, où la moindre photo se monnaie. Voilà, lui il est d'accord. Mais c'est surtout dans la rue que les mains se tendent. Tu donneras à tout le monde là, si tu te laisses aller. Il y a beaucoup les enfants. Oui. Oui. Les autres villes où on est passé, elles étaient beaucoup moins touristiques finalement. Et c'est pas pareil. Il y avait moins d'enfants qui demandaient. Devant les restaurants, au feu rouge ou sur les sites touristiques, l'aumône se demande à chaque coin de rue. Sur les 3,5 millions d'habitants de Jaipur, plusieurs centaines de milliers seraient sans abri. Ils s'entassent en famille dans des bidonvilles ou sur les trottoirs. Ils y naissent, ils y vivent, ils y meurent. Pour survivre, certains ne peuvent compter que sur la générosité des passants. Donne-moi du curry, encore plus. Moi, je voudrais du pain. Apportez votre bol. Entre ces mendiants, c'est souvent la loi du plus fort qui s'impose. 10 heures, le train en provenance de Bombay entre en gare. De l'autre côté des rails, Raju, 12 ans, s'apprête à grimper dans les wagons. Dégage ton pied là, dégage. Son business à lui, ce sont les bouteilles en plastique vides, laissées par les voyageurs. Le train ne reste que quelques minutes à quai, alors il ne faut pas traîner pour tout ramasser. Descends vite, descends. Chaque train qui passe, c'est une source de revenus pour Raju. Alors pas question de se faire avoir par la concurrence. 15, 16, 17. J'avais 7 bouteilles dans le sac. Rends-moi ces bouteilles. Rends-moi ces bouteilles. Mais non, arrête. C'est les miennes. Rends-les-moi. 1 millier d'enfants graviteraient autour de la gare de Jaipur. Organisés en bande, ils vivent de mendicité ou de la collecte des bouteilles. Raju, lui, a échoué ici par hasard, à l'âge de 4 ans. Je me suis perdue. J'ai loupé l'arrêt. Mes parents sont descendus dans une autre gare. J'ai jamais réussi à les retrouver. Tu as essayé? Oui, mais je suis restée ici longtemps. Ce sont les grands de la bande qui m'ont élevée. Une fois les trains passés, c'est toujours le même circuit. Le sac rempli, les enfants se rendent chez un revendeur. Sous le pont, c'est un univers parfaitement organisé. Il y a même un registre sur lequel les enfants inscrivent le nombre de bouteilles ramassées. 19 aujourd'hui. Raju et ses copains ont ainsi gagné 20 roupies, soit 35 centimes d'euros. Un salaire dérisoire, mais ils tiennent absolument à nous offrir le thé. C'est un geste de politesse en Inde. Pour Raju, c'est aussi une question de fierté. Pourquoi tu nous offres le thé? Vous êtes mes hôtes. On aurait même dû vous inviter à manger. Un univers avec ses codes, où tous les coups sont permis. Un monde à part que cette femme connaît bien. Lata dirige une association qui vient en aide à ses enfants, livrés à eux-mêmes. Waouh, Raju. Très jolies les bouteilles. Tous les jours, elle parcourt le secteur et elle doit souvent régler des conflits entre les enfants. Ce matin-là, c'est un cas grave qu'elle va découvrir. Ce petit garçon, complètement hagard,
vient d'être victime d'un adolescent, un caïd de la gare qui l'a drogué pour l'obliger à mendier. D'autres enfants viennent de me prévenir. Ce matin, un grand lui a fait boire de l'alcool et du Pepsi avec des comprimés dedans. Pour lui permettre de retrouver ses esprits et pour le soustraire à l'influence du caïd, Lata décide de ramener le petit garçon dans le centre qu'elle a ouvert juste à côté de la gare. Ici, tous les après-midi, les jeunes peuvent redevenir des enfants pendant quelques heures. Pendant ce temps-là, avec Raju, Lata décide de retrouver le coupable. Tu sais dans quel coin il a l'habitude de traîner? Il est près de l'arbre, c'est ça? Oui. Il est là. Qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours avec les enfants? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te dire, tu fais mendier les enfants. J'ai rien fait. Tu leur fais collecter des bouteilles et si jamais ils ne te les amènent pas, tu les bats. Tu te bagarres avec les garçons ou alors tu les fais frapper. Je vous jure, madame, j'ai rien fait. Je vais montrer cet enfant au chef de la police. Il te mettra en prison et tu n'auras même pas de caution pour te faire libérer. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir. Je t'ai expliqué 10 fois d'arrêter de te droguer. Pour s'acheter ses doses, le jeune homme fait travailler les plus petits enfants de la gare, sous la menace de représailles. C'est vrai qu'il vous demande de reverser vos revenus? Moi, il ne me demande pas, il ne peut pas. Mais il demande aux autres? Oui, aux autres. Il demande aux plus jeunes, parce qu'il peut les contrôler et leur faire peur. Pour cette fois, Lata ne fera pas arrêter le jeune homme. Elle accepte de fermer les yeux. Les enfants viennent nous voir parce qu'ils ont confiance en nous. Alors on doit leur montrer qu'on a confiance en eux aussi. Mais je ne lui laisserai pas tout le temps sa chance. Une fois, 2 fois, ça suffit. J'ai mes espions dans la gare. La prochaine fois, s'il recommence, il ne pourra pas se cacher. 18h. Le centre est fermé, mais le petit garçon n'a toujours pas récupéré. Ce soir, il ne pourra compter que sur la solidarité de la bande. Recouvre-le bien sur le ventre. Comme tous les soirs, les enfants passeront la nuit entre 2 wagons, en attendant les trains du lendemain. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Diane dans le quartier des tailleurs de pierre. Finalement, pour sa première commande, elle s'est tournée vers l'une des enseignes les plus réputées de la ville. Bonjour, ça va? Jolies lunettes. C'est une entreprise familiale tenue par le père et son fils. Elle a trouvé chez eux des pierres pour un premier bijou qu'elle veut lancer sur le marché français. Sa commande est très précise. J'ai commandé cette taille de pierre exactement pour faire ce modèle de bague. Et donc, je lui ai demandé des pierres bien précises, donc calibrées. La hauteur, la largeur, la circonférence. Sinon, les pierres, elles vont pas rentrer, quoi. Ça va pas le faire. Bon, first I start by Grey Stone. Elle doit en choisir 50 et toutes les mesurer au millimètre près. Elle n'a pas le droit à l'erreur. 0. Si elle se trompe, c'est une pierre précieuse de perdue. 0.9. Diane hésite. La commande ne correspond pas exactement à ce qu'elle attendait. Il y en a qui sont un peu plates. Le problème après, c'est qu'elles sont toutes différentes. Oui, mais ça, c'est très beau.
Je sais, mais pourquoi tu m'en as pas apporté 5 pareilles? C'est pas possible de trouver des pierres exactement pareilles. Pas exactement pareilles, je sais, mais en France, en général, l'œil de tigre, ça se vend bien quand il y a une ligne au milieu. Mais je peux rien faire avec la nature. Bon bah non, en fait, je vais rester dans les 5 différentes. C'est l'heure des comptes. Le prix des pierres est fixé en fonction du poids. Chacun a sa balance et ça se joue au centième de gramme près. Vous me dites 41? Pas la même chose, mais tant mieux, hein, ok. Son poids est plus léger que le poids que j'ai vérifié, mais tant mieux, ça a mis ça à mon avantage. Donc je suis contente. Hein? Combien? 51,5. Je vais le mettre là, comme ça il verra pas ce que je fais. Elle est trop vieille sa balance. 67, 15. Diane grignote tout ce qu'elle peut. Son budget est très serré. Si tu peux faire un effort d'un roupie ou deux, 18 ou... Mais c'est de la bonne qualité. Oui, c'est de la bonne qualité, mais il y a un petit défaut là. Oui, mais c'est la meilleure qualité de Black Star. Si tu veux moins cher, ce sera de la moins bonne qualité. Bon, laisse-moi calculer. Diane s'en tire plutôt bien. Pour 50 pierres, elle ne dépense que 108 €, la moitié de son budget. Elle pense avoir fait une bonne affaire. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. 10 jours plus tard, elle vient récupérer ses bagues. C'est un grossiste coréen installé à Jaipur qui a serti les pierres. Hi. How are you? Et il n'a pas que des bonnes nouvelles. Bon, il faut que je vous dise, il y a 2 pierres qui étaient trop petites. 2 pierres seulement. Et on en a cassé 2 autres, donc ça fait 4 bagues en moins. Ah, il y en a 2, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai donc mal sélectionné la taille de la pierre. Et il y en a 2 qui sont cassées. La pierre devait déjà peut-être être fendue à l'intérieur. Et en la sertissant, en fait, ça l'a cassée. Et on peut le savoir avant ça? Bah, si on a 25 ans de métier derrière ça, je pense, ouais, mais... 4 bagues en moins, un manque à gagner de 16 €. Mais l'apprentie bijoutière est plutôt satisfaite. Ah, elle est magnifique. C'est vraiment un reflet, le reflet recherché dans la Moonstone. Le reflet bleu irisé. Magnifique, quoi. Un coup d'essai concluant pour la jeune bijoutière qui espère maintenant convaincre les grossistes français. Elle se donne jusqu'à la fin de l'année pour y parvenir. Et Diane pourrait faire des émules, car Jaipur est devenu incontournable. Aujourd'hui, un tiers des pierres précieuses colorées vendues dans le monde transite par la capitale du Rajasthan.